suis professeur à Sciences Po et notamment professeur affilié à Sciences Po Executive Education. À Sciences Po, j'ai la direction de l'Executive Master RH, qui est le programme un peu MBA de Sciences Po, et de différents programmes. Et d'ailleurs, ça nous ramènera à cette question de temps. L'un s'intitule Manager à l'ère digitale, il est en partenariat avec Nouma, il est en programme blended, avec 60% d'activité digitale, 40% d'activité présentielle. L'autre s'appelle Management et Leadership Complexe, manager aujourd'hui dans la complexité. Et mon dernier programme, c'est les programmes Sciences Po et Management, mais de Sciences Po en Afrique, dans un horizon de temps et culturel qui n'a rien à voir, notamment dans des programmes pour DRH en Côte d'Ivoire actuellement. Donc voilà rapidement en termes de présentation. Alors, on va avoir l'occasion, je vais poser 3 grandes questions, donc 3 séquences à Michel, et à chaque fois, je vous donnerai un petit peu l'occasion de lui poser des questions sur chacune des thématiques, hein, pour qu'on vous permette d'être acteur aussi de la soirée. On a trouvé ça sympa. Donc, Michel, première question, en quoi les technologies transforment le rapport au travail ? Oui, je pense que c'est vraiment une question fondamentale parce que les technologies transforment le rapport au temps et cette transformation du rapport au temps transforme d'autres rapports, au pouvoir, à la connaissance, aux autres, au collectif, à l'individuel. Donc, moi, ce qui me marque depuis que j'étudie le sujet, c'est qu'en fait, d'où le terme texcélération, depuis les années 50, mais entre 1950 et 2010, on ne l'a pas trop vu, alors que le mouvement était en cours. Tous les 2 ans, les microprocesseurs multiplient par 2 leur capacité de traitement. Okay. Diffusent l'information 2 fois plus vite. Okay. Stockent cette information dans 2 fois moins de place, mais dans le même temps coûtent 2 fois moins cher. Et ça, tous les 2 ans, les technologies font ça. Donc par exemple, ce qui valait 1 euro en 1970 vaut aujourd'hui 0,0000021 centimes. Un ordinateur de 1970 pesait 12 tonnes et faisait 12 mètres sur 8. Aujourd'hui, il tient dans 1/10 de votre smartphone. Et alors qu'il fallait télécharger un film en 8 jours en 1998 au début d'Internet, aujourd'hui c'est 1 à 4 minutes en fonction de la durée. Et avec la 5G, ça sera instantané et vous pourrez en télécharger plusieurs en même temps. Et donc ce qu'on appelle la texcélération, c'est le fait que les machines, pour l'instant, ne nous ont jamais déçus. Tous les 2 ans, elles font ce progrès-là. Alors que dans le même temps, l'être humain, bien sûr, n'est pas 2 fois plus intelligent, ne rentre pas en relation 2 fois plus vite, et ainsi de suite. Et donc, dans un premier temps, cette accélération technologique, elle a été extrêmement perçue positivement par les gens. Les technologies me font gagner du temps. Je peux aller en 2 heures à un endroit qui me mettait 30 heures avant, et on attend l'hyperloop d'Elon Musk pour aller en 10 minutes de Paris à Marseille. Donc j'ai gagné 3 heures de transport, 4 heures de transport. Je peux faire un WhatsApp avec un pote aux États-Unis, donc j'ai gagné le temps de composer le numéro, de le voir, et ainsi de suite. Et le paradoxe qu'on est tous en train de vivre, et qui modifie notre rapport au temps, c'est que ce temps gagné, en fait, nous a fait prendre conscience qu'il fallait le remplir, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Au lieu de nous avoir libérés, il nous a mis, comme Cécile, dans une contrainte du temps. Je dois utiliser mon temps, je dois mieux utiliser mon temps. C'est dingue toutes les opportunités que le monde d'aujourd'hui me présente. Et donc il y a un rétrécissement du présent et avoir tous le sentiment, la plupart d'entre nous, de ne plus avoir de temps. Et quoi qu'il arrive, de ne jamais réussir à réussir sa vie, puisque le temps qu'on a ne sera jamais équivalent au type d'opportunité qu'on aurait pu saisir dans notre monde. Ça, c'est le premier rapport au temps. C'est je devrais avoir plus de temps puisque les machines font à ma place. Et demain, les voitures autonomes, elles conduiront à ma place. Donc je suis censé gagner du temps, alors que je n'ai jamais eu autant l'impression de manquer de temps. Et je cours, et pourtant, j'ai l'impression de passer à côté de plein d'opportunités dans ma vie. Le deuxième point, c'est ces technologies, leur vitesse de transformation, elles ont un premier impact qui est qu'elles rétrécissent la durée de vie d'une compétence. 30 ans dans les années 70, 3 ans aujourd'hui, 2 ans dans 5 ans, peut-être 6 mois à terme. Donc le sentiment de l'être humain, c'est d'être beaucoup plus rapidement inemployable et plus rapidement en danger s'il n'apprend pas tout au long de sa vie. Donc un stress, la technologie avance telle que je dois me remettre en question tout le temps. Je dois apprendre tout au long de ma vie. Ça plaît à plein de gens qui adorent apprendre, ça fait flipper plein de gens qui sont dans un rapport à l'apprentissage différent. Les technologies diffusent plus rapidement les innovations.
Si les innovations comme le téléphone ont mis 75 ans à avoir une couverture mondiale, aujourd'hui, une application réussie peut se diffuser dans le monde en 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Facebook, 3 milliards de personnes en moins de 5 ans. Et donc le sentiment que toutes les entreprises sont beaucoup plus fragiles, que les barrières à l'entrée sont plus faibles, et que moi, dans une organisation, la probabilité que mon organisation disparaisse au cours de ma vie pro est beaucoup plus forte qu'avant. Donc sentiment d'hypercompétitivité, sentiment de stress face à un temps qui peut me remettre en cause, moi, mon environnement ou mon organisation à tout moment. Et le troisième point, pour finir là-dessus, et qui est assez intéressant, c'est que fort de cette accélération du temps, la conséquence que ça a pour moi, c'est premièrement la montée de mon pragmatisme. Si dans 3 ans tout a changé, si dans 3 ans ma boîte n'est plus là, si dans 3 ans les technologies m'ont amené dans un nouveau monde, il faut que je rentabilise tout de suite, puisque cette opportunité-là, dans quelques instants, si elle n'est pas saisie, elle n'est plus là. Donc, par exemple, je ne veux pas qu'on me parle, si j'ai un politique en face de moi, de ce qu'il va faire pour moi en 2025. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui pour moi. Attendez 6 mois. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu ne peux pas tenir des promesses, car tu ne sais pas à quoi ressemblera notre environnement dans quelques mois. Pragmatisme. Deuxième tendance, le goût de la nouveauté, la flexibilité, la volonté de découvrir de nouvelles choses et une forme finalement de ringardisation de la permanence. Une nouvelle femme, de nouveaux amis, un nouveau pays, un nouveau voyage, un nouveau livre. La nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Au XXe siècle, les grands penseurs lisaient 30 fois, ils avaient un livre de chevet. D'ailleurs, quand ils passaient dans les émissions télé, ils étaient capables de citer plein de citations de ce livre. Aujourd'hui, on est dans cette course au renouvellement de l'expérience. Et faire la même chose 2 fois, c'est déjà le sentiment qu'on est passé à côté de quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il y a du pragmatisme, il y a de l'agilité, mais il y a aussi du coup, bien sûr, de la déconcentration, de la flexibilité mentale, de la difficulté, de la multitâche, la difficulté à être dans le temps présent qui se rétrécit pour en profiter, et cette volonté toujours de faire plus de choses et plus vite. Donc des simples technologies au départ qui nous ont mis sur ce driving ont des conséquences assez fortes sur nos relations aux autres, relations au mariage, relations au couple, relations aux amis, sur les objets, notre rapport social à notre environnement. Je suis parti loin là, non? Oui. Voilà. Alors, non, ça va? Je vais rentrer un peu plus dans le monde de l'organisation, quand même, dans le monde de l'entreprise. Michel, quels sont les impacts sur notre environnement, notre organisation et notre cadre de travail? Au XXe siècle, si on a le temps, on a intérêt à faire des pyramides, on a intérêt à avoir beaucoup d'échelons hiérarchiques et on a intérêt à prendre le temps de la décision. Puisque l'environnement est relativement stable, donc on n'a pas besoin de se presser. En gros, les règles concurrentielles seront toujours les mêmes dans 1 an ou 2 ans. Donc ça pousse à siloter, ça pousse à hiérarchiser, et ça pousse à avoir des organisations qui sont structurées de telle manière qu'il y a des gens très intelligents tout en haut, et puis que personne ne peut prendre de décision en bas. Et donc, des process, de la bureaucratie, des fiches de poste, une entreprise finalement qui est très drivée par tout un ensemble d'outils RH, l'entretien annuel, le plan de formation triennal, la GPEC à 5 ans. On a le temps. Donc si on a le temps, on laisse la décision aux plus intelligents et on prend le risque de ne pas réagir tout de suite à une action et de faire remonter une information. Si on n'a plus le temps, il faut écraser la pyramide, il faut donner du pouvoir aux gens qui sont en interaction avec l'environnement et qui sont plus à même de sentir les signaux faibles de ce qui vit autour de nous. On n'a pas le temps de remonter plus haut. Voir c'est ceux qui sont en haut, qui sont les empêcheurs de ceux qui sont en bas sur le terrain, de penser et de construire l'avenir. Donc bien sûr, horizontalisation de l'organisation, fin de l'entreprise fermée, centrée sur elle-même, émergence des écosystèmes, émergence de configurations organisationnelles qui se réinventent tous les 4 matins, décomplexification, réduction des processus, avec un risque qu'on vit aujourd'hui une époque horrible, qui est que le XXe siècle n'a pas du tout disparu, et que la machine du XXe siècle veut encore plus bureaucratiser, processer, même si c'est plus du tout le sujet, et que les gens sont du coup étendus entre des organisations horizontales et pseudo-sympathiques, et une ligne hiérarchique et des process qui sont toujours là, et donc plus c'est plus écartelé qu'avant, et plus en difficulté de comprendre des messages parfois paradoxaux, avec la montée d'un discours horizontal,
et des jeux politiques comme jamais, et la verticalité qui est toujours là. Et d'ailleurs, le manager dans cette organisation. Ah, ça, c'est le thème de ma conférence de demain, en fait, c'est marrant. Est-ce qu'on a encore besoin d'un manager aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le manager, c'est finalement la figure que l'entreprise de la seconde révolution industrielle a inventée et en a fait son fils chéri. Statut cadre, bureau fermé, voilà, je remonte en arrière, hein, je ne parle pas des 20 dernières années, système de retraite différent, l'ami du patron, celui qu'on protège, celui qui souffre moins des restructurations industrielles, etc. Donc la question qui se pose, c'est que c'est vrai, quand on est dans une organisation pyramidale et silotée, on a besoin de relais qui expliquent ce que le grand chef a décidé et qui l'assume. En plus, un système un peu carotte-bâton. L'illusion, celle du courant de l'entreprise libérée, celle de l'holacratie, celle de l'organisation Opal, serait de considérer aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils traitent le manager, de penser que le manager est passé de l'enfant chéri au problème d'une organisation. En gros, le manager privatise l'intelligence d'un collectif, et donc on a intérêt à l'enlever pour libérer l'énergie et l'intelligence collective du collectif, et les gens sont capables de s'auto-organiser, de produire de l'intelligence collective. S'il n'y avait pas un gars qui décidait à leur place, s'il n'y avait pas un gars qui régulait à leur place, et ainsi de suite. C'est le courant, toutes les organisations sont basées sur cette idée, c'est devenu le problème, puisque c'est lui qui accapare l'intelligence collective. Alors pour faire face à un environnement qui change tout le temps, il faut en fait un environnement intelligent. Moi je constate que par exemple, si on prend les travaux de Michel Lallemand sur les hackerspace, ou si on regarde avec le recul la façon dont l'entreprise libérée s'est terminée chez Auchan, ou chez Decathlon, ou chez Michelin, etc., qu'en fait l'individu est beaucoup plus paradoxal que ça. Il a certes besoin de moins de chefs. Donc il y a une question sur le management intermédiaire. C'est sûr que l'organisation a besoin d'être plus plate, mais dans le même temps, on a besoin de régulateurs, d'arbitres de collectifs, de gens qui sont en capacité de prendre des décisions pour le compte d'eux. Par exemple, dans les hackerspace, Michel Lallemand a passé 1 an dans la Silicon Valley, il est allé voir, il a découvert au bout d'un moment qu'en fait, parce que c'est des organisations, vous savez, c'est les hackers informatiques, qui sont dans des ambiances à la San Francisco, baba cool, tous en t-shirt, tous barbus, tous anti-capitalisme, et à première vue, ça apparaît comme une organisation totalement auto-organisée où chacun a la même voix au chapitre. Et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que quand il y avait un conflit, on allait voir le vieux hacker plus barbu que les autres, parce que lui, c'était le sage. C'était le mec qui avait fait un bout de programme, etc. C'était pas un manager, on voulait pas l'appeler comme ça. Mais on disait, et toi le sage, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Donc ces collectifs se réinventaient des structures de pouvoir qu'on n'appelait plus managers, mais qui étaient là pour décider à la place d'eux. Étonnant. Deuxièmement, que quand on avait fait disparaître les managers, on avait juste déplacé l'autocontrôle sur le groupe. C'est le groupe qui devenait excluant. Par exemple, c'est plus le chef qui engueule un collaborateur, c'est le collectif qui n'arrive plus à atteindre un objectif qui va exclure quelqu'un. Par exemple, dans la hackerspace, il y a 10% des hackers qui se font virer tous les ans par le collectif. On a décidé de te virer parce que tu nous ralentis ou on considère que tu n'es pas au niveau, avec une vision parfois beaucoup plus sectaire, d'ailleurs, de ce qu'est une norme et une homogénéité par rapport aux organisations traditionnelles. Donc se priver d'un manager, certes, plus carotte-bâton, plus petit chef, plus dirigiste, pour faire émerger des collectifs où il y a un vrai pouvoir, mais il est informel, il n'est pas clair, il peut être beaucoup plus violent, il n'est pas régulé, me paraît extrêmement dangereux. Donc moins de managers, certainement des nouveaux rôles, mais cette coexistence quand même de régulateurs qui permettent à un moment d'arbitrer, de faire grandir un collectif et d'éviter qu'il y ait des dérives d'homogénéisation, des dérives sectaires. Si on vient sur notre rapport au temps, c'est vrai qu'on oscille souvent entre temps de réunion et éventuellement temps de réflexion. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette évolution du rapport, cette nécessaire évolution du rapport au temps? Dans le rapport au temps, on ne va pas qualifier un temps long, un temps court par rapport à un objet qui s'appelle la réunion. Et en gros, la réunion qui ne sert à rien, la culture de la réunionnite, et puis la réunion à forte valeur ajoutée qui permet à un collectif de progresser. Je pense qu'en fait, quand les gens critiquent l'organisation traditionnelle, les réunions sans fin, la critique qui est plutôt portée, c'est sur l'absence d'avoir une capacité d'avoir fait un objet utile pour un collectif,
à avoir cerné des règles de discussion, à avoir fait des résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que la difficulté de l'être humain aujourd'hui, c'est d'arriver à équilibrer, et d'un collectif, les temps courts et les temps longs. En fait, l'accélération du temps, ça ne nous passe pas tous à décider plus vite. Ça nous pousse simplement à être sur certains points de l'organisation hyper agile, hyper rapide, être dans des décisions de l'instant. Et il faut. Et dans le même temps, se préserver des temps de réflexion du temps long pour penser plus loin, pour donner du sens, pour reprendre sa respiration, comme tu nous disais, pour prendre une posture sur soi-même, pour se poser la question du sens de tout ça. Et donc, ce n'est pas la disparition du temps long qu'on est en train de voir émerger, ou la fin des réunions. Parce qu'en fait, là encore, les gourous en management, qui veut la fin des réunions? Et tout le monde les mains, on en a marre d'avoir 60% de son temps bouffé par des réunions qui ne servent pas à grand-chose. Ben oui, parce qu'elles ont été organisées de manière formelle, et on a dit, il faut une réunion tous les mois, il faut une réunion de ci, de ça et de machin. Mais à contrario, avoir des temps collectifs et du temps long, on n'en a jamais eu autant besoin dans un monde qui va aussi vite, pour s'interconnecter, pour s'informer, pour se partager une information. Donc moi, sur ces questions-là, je dis que l'enjeu est de faire coexister temps court et temps long, plutôt que de mettre fin au temps long, ou de critiquer le temps court en disant il nous faudrait que du temps de la réflexion et de la stratégie. Donc c'est bien dans cette combinaison du temps long et du temps court. Alors, on avait promis qu'il y aurait des questions qui pouvaient venir de la salle. On n'a pas un problème de temps, mais de micro. Je vais prendre son micro à Michel. Mais moi, je peux me promener, ça me fait du bien. Voilà. Comme ça, en plus, je suis près de la personne qui me pose la question. Sympa. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur... Enfin, vous avez parlé de l'accélération, là, qui accélère de plus en plus depuis plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une tendance inverse? La preuve étant cet événement ce soir où on se pose des questions sur le temps. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un peu en arrière ou de décélérer ou de ralentir l'accélération? Et à votre avis, dans 5 ans, est-ce qu'on sera vachement plus accéléré qu'aujourd'hui ou finalement on aura trouvé le temps de ralentir? En tout cas, ce que je pense, c'est que faire la course au temps avec la machine est un combat perdu d'avance. Et je pense que le rythme d'un être humain n'est pas le rythme de la machine pour se transformer, pour se réinventer, pour interroger ses invariants, etc. Donc le piège, c'est effectivement de se dire ça va plus vite, donc je vais encore plus vite, encore plus vite. Ça peut affecter notre santé, ça peut affecter notre psyché, ça peut nous décérébrer d'une certaine manière, de courir après le temps. Donc cette demande de ralentissement, cette demande de temps pour soi, cette demande de déconnexion, elle est extrêmement forte. Et par exemple, moi je reste toujours marqué qu'aux États-Unis, on est entre 40 millions et 50 millions d'Américains qui vivent dans des zones blanches. Ils ont quitté le temps de l'accélération pour vivre dans des endroits où les technologies ne les atteignent plus. Les zones blanches, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de Wi-Fi, il ne peut pas y avoir 5G. On leur garantit que dans ce lieu-là, la technologie n'existe pas. Je vis comme au XVIIIe siècle, je vis comme avant la révolution industrielle. Donc on a tous effectivement... mais j'aurais du mal à le généraliser parce que je trouve que notre époque est hyper paradoxale et ça m'amène à la notion de... Le temps n'est pas linéaire, contrairement à ce que pensent les Occidentaux. Le temps est circulaire. On revit les mêmes choses. On tient finalement peu compte de nos erreurs. Je suis marqué à quel point notre époque ressemble aux années 30, par exemple. Et donc, d'une certaine manière, cette époque est autant porteur d'espoir, réunir des collectifs qui s'interrogent sur leur rapport au monde et leur volonté d'eux, que du retour de choses dont on pensait être définitivement... Voilà. L'Europe, par exemple, aujourd'hui, la probabilité que dans 5 ans elle existe toujours est aussi forte que faible. Le retour du patriotisme, le retour du populisme sont des choses interpellantes. Donc moi, je n'arrive pas dans le temps d'aujourd'hui à savoir si on a vraiment une montée de la conscience écologique. C'est la machine qui me coupe, elle trouve que je vais trop loin là. Une montée d'une envie de faire autrement et de quitter ce monde postmoderne ou moderne pour redevenir quelque chose. Dans le circulaire, on peut... Je vais dans tous les sens, mais mon époque ressemble plus au Moyen-Âge que l'époque. C'est avant l'entreprise industrielle, c'est avant la modernité. On retrouve l'artisan, on retrouve le slasher, on retrouve le compagnonnage, on retrouve le collectif qui. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que notre époque porte de gènes extrêmement positifs là-dessus. Je vais peut-être me remettre par là, c'est peut-être ça. Où j'ai mis trop de temps à répondre. C'est ça, en fait.
J'ai oublié. Ou alors, on est véritablement dans une évolution sociétale. Voilà. Je n'arrive pas à me positionner comme Frédéric Laloux. C'est une nouvelle phase dans l'évolution de l'humanité. Et l'homme va s'exonérer de plein de choses pour aller plus loin. Je trouve qu'on a tout aujourd'hui. Donc ça dépend beaucoup de nous. Mais on est dans des collectifs aussi. En fait, ça dépend du vision que vous avez de l'avenir. Et la vision que vous avez de l'avenir, elle dépend très fortement des ressources que vous pensez posséder pour l'affronter. Si vous pensez être très doté, diplômé, agile, technophile, geek, aimant l'accélération, vous allez voir cette époque comme une énorme opportunité peut-être de... Si vos ressources sont très limitées, vous allez être nostalgique du passé, vous allez voir détruire la modernité. Parce que vous savez que vous allez perdre. Vous ne pensez pas pouvoir vous en saisir. Et donc on est dans une période vraiment qui est porteur de pulsions très noires et très négatives et très positives. Donc on verra, mais moi j'arrive pas à parier à quoi ressemblera le monde dans 5 ans. Une autre question ? Peut-être une réponse un peu plus courte. Alors, pour bien gérer le temps. Alors moi, ma réflexion, c'est m'interroger sur... on parle beaucoup d'hommes augmentés. Et en fait, l'incursion du digital, à quel point ça augmente véritablement l'humain ? C'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'on a des réflexes d'utiliser le digital parce que c'est tendance. Donc ça, c'est le conformisme classique, on va dire. Et donc il y a de plus en plus de digital, et on dit que le digital va faire pivoter les individus, donc ils ne réfléchissent pas, ils utilisent des outils, mais ils ne réfléchissent plus, ils utilisent des outils. Et donc au final, comment ils progressent, les humains, et si on leur enlève les outils, qu'est-ce qui reste ? Déjà l'homme, depuis sa création sur Terre, a toujours eu l'obsession de faire des outils pour gagner du temps. Depuis toujours. Hein. Du marteau, en passant par le feu, la machine à laver. C'est une obsession permanente qui nous différencie des autres espèces, de nous doter d'outils pour gagner du temps. Et la question que vous posez, c'est qu'est-ce que fait l'être humain du temps gagné ? Oui, mais c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que, il y a deux choses. C'est que ce qu'on voit sur les chauffeurs de taxi, par exemple, new-yorkais ou anglais, c'est que depuis qu'il y a le GPS dans le taxi, ils ont perdu 80% d'une partie de leur cerveau qui était l'endroit où mémoriser toutes les rues. Après, dans le même temps, ils ont pu gagner dans des choses. Donc on voit que les technologies nous enlèvent, c'est la théorie de Bernard Stiegler, nous rend plus pauvres intellectuellement puisqu'elle nous rend paresseux. Moi, je dis juste que tout dépend de ce qu'on fait du temps gagné. C'est comme pour les 35 heures, d'ailleurs, c'était très intéressant sociologiquement de voir les 35 heures. Certains sont cultivés, certains ont développé des passions, et d'autres sont restés plus longtemps devant la télé en situation passive, et au final, ça a généré plus d'écart que de trajectoires communes. Donc, c'est pas tant ce que les technologies font à notre place, ça peut être questionné. Est-ce qu'on donne à des technologies des choses qu'on devrait garder parce qu'on s'approuvrit intellectuellement ? Et là, il y a vraiment débat. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait du temps gagner, par exemple, pour monter en humanité, pour monter sur un certain nombre d'éléments, pour se challenger, etc. Par exemple, ne plus mémoriser le plan de Paris et me laisser guider par une application. Si, à côté de ça, je fais une thèse en biologie, il y a peut-être match. C'est ça que je veux dire. Et donc, le débat présent est véritablement dans le transfert et la capacité à tirer parti de ce qu'on laisse aux machines. Donc là, c'est un vrai sujet, et là, on n'est pas tous égaux. Et donc, les trajectoires seront différentes. Il y avait quelque chose par là, je crois, dernière question, alors... non, c'est ça ? Non, c'est fini ? Non, pas le temps. Ok. Rendez-vous au cocktail. Non, mais j'ai une méta-question. On n'a pas parlé de la fonction RH, en fait. C'est dommage. On est dans un cadre RH, donc le effectivement, le sujet, c'est effectivement, dans ce contexte d'accélération, qu'attendre de la fonction RH ? Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que dans ce qu'on constate sur la fonction RH, de la part des collaborateurs, il y a à la fois une demande de temps court et de temps long, et une demande d'expérience sentimentale qui connecte le cœur, et d'expérience cérébrale et d'expérience plutôt qui connecte les tripes. Alors une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je n'ai plus le temps d'attendre une promotion dans 3 ans, ou un poste qui viendra dans 2 ans, ou une formation qui viendra dans 5 ans. Fonction RH temps court, soyez pragmatique, proposez-moi une formation tout de suite, un développement tout de suite, une augmentation tout de suite. Sinon, je m'interrogerai sur la pertinence pour moi de rester là, et s'il n'y a pas un autre environnement où on peut me proposer mieux. C'est déjà challengeant, parce qu'on n'est pas formaté pour construire et répondre
dans l'instant. Deuxièmement, arrêter de hyper conceptualiser, de faire de beaux outils, des usines à gaz techniques, des beaux produits RH. Soyez pragmatiques, efficaces et répondez à mes vrais besoins. Donc pour le faire, moi j'aime bien toujours parler de ce RH maker par exemple, qui serait de dire vous voulez me rendre agile, montrez-moi que la fonction RH est bien la plus agile de toute l'organisation. Démontre-les-moi par des faits, je ne crois plus aux mots, je ne crois plus au discours. Et là, j'accepterai peut-être de vous confier le développement de ma propre agilité. Donc je ne peux plus engager les gens par le discours, je ne peux plus engager les gens par la promesse, je ne peux les engager que par des actes que j'ai moi-même mis en œuvre de manière exemplaire et en étant pionnier. Ça, il y a ce premier temps-là qui est vraiment très fort. Et deuxièmement, il y a une demande de protection. Et là, on est dans le taux long. Aidez-moi à ne pas devenir idiot avec mes machines, hein, madame, par rapport à ce que vous disiez. Aidez-moi à ne pas devenir addict. Donnez-moi du sens. Aidez-moi à mieux me comprendre. Faites en sorte que je puisse me développer dans des environnements capacitants. Donc, pensez le temps long. Et là encore, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est faites les deux. Soyez pragmatiques, exemplaires dans l'instant. Et devenez des gens qui me permettent, grâce à des principes éthiques, grâce à des principes de gouvernance, grâce au temps long, de me développer, de ne pas m'abîmer, d'avoir une performance durable, d'avoir un projet de vie, un projet professionnel qui rentre en connexion. Et puis, troisième temps, comme le temps passe trop vite, faites-moi ressentir quelque chose. D'où le terme expérience qui monte partout. Mais expérience, ça veut dire, en gros, je dois ressentir quelque chose. Ne me parlez pas qu'au cerveau. Je dois vraiment ressentir charnellement qu'il se passe quelque chose. D'où le retour de l'humain. C'est le paradoxe du XXIe siècle. Le XXe siècle, soi-disant de la non-machine, nous a déshumanisés en fonction RH. Le XXIe siècle nous demande de retravailler le lien social, notre humanité, le sens, l'expérience, le vécu, le collectif. Retour aux sources de l'avant-révolution, seconde révolution industrielle, donc retour véritablement au sens noble du terme H d'humain dans le mot de la fonction. Et donc, ça veut dire arriver à combiner, excuse-moi juste, arriver à combiner, du coup, moi ce que j'appelle posture basse et posture haute, d'où le terme d'ambidextrie, c'est-à-dire comment je peux à la fois être geek et digital, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais je ne veux pas vivre qu'une expérience physique, je veux vivre une expérience virtuelle, il faut que les deux soient top. Donc comment je peux être geek, comment je peux maîtriser la data, comment je peux être orienté business, tout en étant le champion du lien social et de l'humanité dans l'organisation. Donc c'est toujours le haut et le bas, la posture basse, la posture haute. Ne changez pas, ne devenez pas des bisounours psychologues qui ne me parlez que de la posture humaine. Ça ne marchera pas non plus. Je dois être crédible, techniquement, donc geek, stratège, et en même temps, je dois être beaucoup plus psychologue, sociologue qu'avant. Moi, je trouve ça génial pour la fonction. C'est extraordinaire d'avoir ce rôle-là. Par contre, on voit bien que du coup, que le diagnostic des équipes, est-ce qu'on est suffisamment hétérogène, est-ce qu'on adresse suffisamment les différentes compétences, est-ce qu'on n'est pas trop proche les uns des autres pour incarner toutes ces dimensions de la fonction, nous réinterroge au niveau de nos équipes. Pas au niveau de l'individu. Hein. Je ne vous demande pas à tous d'être à la fois un super psy, un super geek. Là, c'est encore pire. Hein. Mais par contre, comment le collectif RH peut incarner ces différentes dimensions, la posture basse et posture haute, ça, c'est véritablement un point à creuser. J'ai une petite question. C'est vrai que les RH aiment bien dire qu'ils sont business partners. Ce serait quoi moi, je déteste. La future appellation, si tu en as déjà une? Business partner, je pense qu'est-ce qu'il est arrivé de pire au RH dans les années 90. Je ne remercierai jamais Charles-Henri de s'en être vanté pendant 20 ans. C'est mon collègue d'HEC ou Dave Ulrich de l'avoir porté. Mais Dave, on a honte aussi maintenant. C'est ça qui est marrant. Parce que derrière business partner, c'est qu'on l'a mal compris. Hein, aussi. C'est pas de la faute des experts, c'est nous, on a compris business partner, ça veut dire être au service du business. Être les serviteurs du business. Être les exécutants du business. Alors que business partner, c'était être en capacité de comprendre le business pour co-construire des stratégies avec eux et ne pas les subir. Donc derrière ce terme business partner, il faut l'enlever parce qu'il est mal compris. Et après, alors c'est ma grande interrogation, je ne pense pas qu'il y aura un terme normalisé comme il y a eu directeur du personnel et directeur des ressources humaines pour qualifier demain les fonctions tournées autour des ressources humaines ou des richesses humaines, peu importe comment on les appelle. Parce que si vous prenez le SBS 120,
il y a 38 appellations aujourd'hui différentes pour qualifier le DRH. VP People, patron de la transformation et de l'engagement, directeur des richesses humaines, directeur du capital humain, stratégie et employabilité. Enfin, ils sont tous en train de faire un grand concours de créativité à celui qui aura le nom le plus dingue sur le métier. Ils ne se mettent pas du tout d'accord entre eux, ils ne veulent pas se ressembler. Bonne nouvelle, ça veut peut-être dire que les organisations ont pris conscience qu'elles étaient singulières et qu'elles ne pouvaient pas donc avoir la même fonction RH parce qu'elles n'avaient pas la même histoire, la même culture, les mêmes métiers, les mêmes environnements concurrentiels. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on aura une fonction RH beaucoup plus hétérogène que par le passé, avec des entreprises où la fonction RH aura perdu, voire elle n'existera plus, et d'autres pays où elle aura su gagner en périmètre et saisir les opportunités dont on a parlé tout à l'heure. Et l'intitulé nous donnera une indication sur celui qui a pris la RSE, celui qui s'est adressé vraiment les principes éthiques et de gouvernance, celui qui est totalement marginalisé, qui n'est plus que sur de l'exécution. Donc la tendance n'est pas malheureusement à l'émergence d'une nouvelle appellation pour parler d'un nouveau métier qui serait assez normé, mais plutôt à une grande hétérogénéité des pratiques RH, avec des pratiques RH plutôt low cost, et des pratiques RH, une fonction RH qui aura gagné en légitimité. Merci. Peut-être une question de la salle. Je gère le temps et je vois qu'il nous reste 3 minutes. Voilà. C'était quoi le titre de la conférence ? 3 minutes. Gagner du temps. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Qui veut ? Et puis Michel conclura parce qu'il a un rôle derrière. Il m'a dit quelque chose sur les RH intéressant en conclusion. Ah, mais tu me diras quoi parce que je vais oublier. Qui veut ? Qui d'ailleurs n'est pas d'accord avec ce que je dis sur les RH, qui trouve que ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve que on fight pas assez ici. Allez-y. Allô ? Ça va très bien. Alors tout d'abord, je suis très content d'être là, parce que j'étais ancien élève, et c'est la première fois que je reviens, donc je suis très content. Voilà, ça a beaucoup changé ici, le Roi Beaulieu, voilà, c'était pas comme ça. Je suis maintenant coach agile, facilitateur de transformation agile innovante. Donc je fais partie de cette race de gens qui collent des post-it et qui dessinent sur les murs dans les entreprises. Et ouais, exactement, j'ai bien vu. Et en fait, cette question du temps dans les transformations qu'on mène avec des innovations managériales, etc., j'ai l'impression que le point central, c'est surtout la question du sens. Et du coup, on autorise, ou en tout cas on facilite, ou on encourage des vrais moments de décélération pour réfléchir sur le sens. Donc ça peut être, par exemple, dès le départ, d'associer l'ensemble des collaborateurs à la définition d'une vision, d'un sens. Donc ça prend du temps, c'est pas complètement dans la productivité. Et il y a beaucoup de moments également où on prend du temps pour réfléchir sur l'organisation et sur comment améliorer notre façon de travailler et de nous organiser. C'est les principes d'amélioration continue, en japonais on appelle Kaizen. Et un mot pour conclure, moi ce que j'ai remarqué, donc, même si je ne suis pas dans la fonction RH, donc j'accompagne plutôt des équipes, c'est que les transformations qu'on mène, les transformations agiles qu'on mène, le résultat, quand on fait un retour d'expérience, c'est mon travail maintenant a plus de sens parce qu'on a pris le temps justement pour réfléchir à ce sens et à cette vision. Voilà. Du coup, je vois pas en quoi on n'était pas d'accord, mais c'est un autre sujet. On s'est mal compris, hein, parce que je disais justement qu'il y a du temps court et du temps long. Et donc le temps long, c'est effectivement de prendre le temps pour... Oui et non, en fait, mais c'est le problème quand on a une analyse longitudinale. Moi qui ai commencé ma carrière, j'ose pas le dire, dans les années 80, la grande mode, c'était le projet d'entreprise. Les projets d'entreprise, on le faisait tous ensemble, et ça prenait 6 mois à 3 ans. Et une fois qu'on avait un projet, on affichait des valeurs, etc. Donc n'oubliez jamais la circularité.
sous d'autres noms, de d'autres manières, avec des post-it ou avec d'autres types de méthodes. On a toujours pris le temps dans les organisations de construire collectivement un discours commun ou un parcours commun. Ça dépend des époques, ça dépend des temps, etc. Après, oui, très clairement, pour penser le temps long, il faut ralentir, il faut s'extraire de la boîte, il faut la regarder. Et la question du sens est extrêmement importante aujourd'hui, elle est montée très clairement. Donc là, sur tout ce que vous avez dit, je suis moi 100% d'accord. J'étais pas assez clair. Et ma conclusion, alors du coup, c'était quoi? Parce que le post-it m'a pas aidé. Ah oui. Oui, ça y est. Oui, j'avais dit en préparation de cet entretien qu'il y avait cette idée que l'un des rôles du RH était d'être gardien du temps. D'être celui justement qui à un moment peut ralentir l'organisation, être sur des temps longs, se poser la question d'alerter l'organisation sur la nécessité de faire un pas de côté. Et ça, c'est pas un rôle qu'on lui confiait forcément avant. Et donc je pense que là-dessus, il y a un vrai terrain d'expérimentation, à condition d'être légitime pour le justifier, montrer le ROI, avoir des datas qui disent que ça servait vraiment à quelque chose de mettre le pas de côté, mais effectivement, gardien du temps, ou gardien de la santé durable du collectif, ou gardien de la santé durable d'un individu, c'est des rôles qui sont extrêmement nobles et qui sont en train d'émerger face à ce sentiment de manque de temps que beaucoup d'entre nous avons. Après, ça va vraiment dépendre, je réagis du coup à votre remarque, c'est plus une conclusion, ça dépend vraiment de l'organisation, de son envergure, c'est très variable d'un endroit à un autre. Et donc c'est difficile d'en faire une généralité dans tout type d'organisation. Oui, Solène, c'est fini. Non ? Déjà, tu pointes un autre sujet qui est que la santé psychique d'un individu se dégrade sous le radar, alors que la santé physique d'un individu, il y a quand même des signes assez rapidement d'avoir mal au dos, mal au bras. Donc entre un ouvrier sur une chaîne de travail où très rapidement on peut identifier des risques, et un individu qui est un intellectuel et un travailleur du savoir dans lequel il y a tout un ensemble de dérives qui se mettent en place progressivement, et le cerveau alerte peu, il y a vraiment là un double traitement à faire sur la façon dont on peut demain redonner des clés à un individu et à un cerveau pour détecter qu'il a passé la zone rouge. Donc ça, c'est un point important. Je trouve, moi, pour le coup, que l'un des intérêts de la technologie, même si elle a plein de défauts, le flicage, la normalisation, etc., c'est qu'elle nous permet aujourd'hui de faire remonter beaucoup plus de data que par le passé, pour pouvoir à un moment démontrer des inflexions qu'ont eu une politique ou un temps. Et c'est pour ça que je dis que le RH doit être geek et data. Pas gadget technophile, je pense que si j'appuie sur un bouton, ça me dit des choses, mais pour pouvoir mettre la fonction RH au même niveau qu'une fonction commerciale, une fonction financière, que la supply chain, en gros quasiment tous les autres, et d'avoir de la data humaine qu'on peut un peu faire parler, interpréter. Au XXe siècle, c'était pas possible. Et c'était noble, en plus je le comprenais. On ne peut pas calculer un individu comme on calcule une machine. Arrêtez de parler de ressources, ne dites pas capital humain. C'est antagoniste avec un individu, c'est le nier. On avait des débats comme ça assez houleux. Aujourd'hui, sans pouvoir tout mesurer, avec la data, on arrive à mesurer des inflexions de trajectoire, des progressions de compétences collectives, de la permanence dans la performance d'un individu ou d'un collectif. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a de la data pour aussi raconter de belles histoires et les vendre. Ce n'était pas le cas avant. Enfin, au moins, la techno nous amène ça, nous, les RH. Si on est geek et data, ou si on a un geek et un data dans son équipe pour nous aider.